Bonjour à tous, aujourd'hui c'est les pieds dans la neige, ici à Saint-Julien-Mont-Denis, que je vous présente le sommaire de ce nouveau Maurienne-Zap. Direction la station de Saint-Sorlin-d'Arves pour découvrir l'ampleur des dégâts de la crue. Un chantier titanesque a été mis en place pour déblayer depuis quelques jours, suivi par de nombreux bénévoles. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Saint-Sorlin-d'Arves où ont eu lieu de nombreuses inondations il y a quelques jours. Cela fait près d'une semaine que les entreprises sont à pied d'œuvre pour remettre en état le village. Nous sommes aujourd'hui pour faire le point après une semaine de travaux. Qu'en est-il de la situation ? Fabrice Baudret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Sorlin-d'Arves. Donc on est ici pour faire un petit peu le bilan sur la catastrophe qui s'est passée ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors, il est vrai que mardi, ça a énormément plu toute la journée. Et du fait qu'on avait déjà environ 40-50 cm de neige sur les hauteurs, la neige a fondu rapidement avec le phénomène de pluie par-dessus et ça fait une quantité d'eau énorme. Ensuite, ce qui s'est passé, on a eu un petit glissement de terrain sur le haut. Ça fait une poche d'eau. Et au bout d'un moment, elle a lâché d'un coup sec et ça crée une lave torrentielle qui est venue remplir la retenue, la plage de dépôt qu'on a là derrière. La plage de dépôt, en fait, c'est un piège à matériaux, c'est pour éviter que ça aille dans le village. Mais elle n'était pas assez grande et ça a quand même débordé, passé par tout le village. À savoir que elle avait une capacité de 200 mètres cubes jusqu'à l'année passée. Et l'année passée, le syndicat Pays de Maurienne avec RTM l'ont agrandi pour avoir une capacité d'environ 1000 mètres cubes. Mais ça n'a pas suffi. Et je me dis heureusement qu'il y a eu cette intervention, parce que sinon on aurait eu encore 800 mètres cubes de plus dans le village. Et donc là, le gros de la catastrophe est vraiment survenu pendant la nuit. Est-ce que pendant la journée, on voyait qu'il y avait un peu des précipitations assez fortes? Est-ce qu'on s'attendait à ce que ça prenne une telle ampleur? Alors c'est vrai que sur le coup de 18 heures, il y avait des élus sur place qui surveillaient un peu la montée de l'eau et de la boue derrière la plage de dépôt. Et elle s'est remplie en moins d'une demi-heure. Ça arrivait à une vague assez rapidement. Donc on a tout de suite déclenché des pelles mécaniques. Donc il y a Yves Belot avec sa pelle mécanique qui s'est mis sur le pont le plus bas pour essayer de déboucher à mesure pour faire passer le cours d'eau. Après il y a la société de 3BTP qui est vite arrivée avec une autre pelle qui s'est mise un peu plus haut. Et tout au long de la nuit, on a intervenu avec des machines environ jusqu'à 2 h du matin. Ce qui a permis de maintenir le ruisseau à peu près dans le lit initial pour éviter que ça aille trop contre les maisons. Et le lendemain matin, à partir de 6 h 30, avec la société 3BTP, Yves Belot et d'autres sociétés, on a tout de suite amené d'autres pelles mécaniques pour vraiment attaquer tout de suite le nettoyage, à déboucher, parce qu'on a 6 ponts au total en dessous de cette plage de dépôt, et les 6 étaient complètement bouchés. Du coup, l'urgence était de déboucher pour remettre le ruisseau dans le lit, et pour pouvoir commencer à nettoyer dans la foulée, quoi. Comment est-ce que vous avez fait pour vous organiser en pleine nuit, tout de suite, pour réagir immédiatement ? Alors oui, à partir de 19h30, 20h, une fois que la crue a débordé, en fait, on ne peut rien faire. On peut simplement la maintenir, comme je vous disais, le maximum dans le lit du ruisseau pour que ça aille pas trop faire de dégâts aux habitations. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup sollicités par des gens qui voulaient nous aider, mais vu l'ampleur des vagues, on ne pouvait pas prendre le risque d'approcher. Il y a uniquement les pelles mécaniques qui sont intervenues jusqu'à 2 h du matin. Et par contre, dès le lendemain matin, on a eu un élan de solidarité énorme. Alors on leur disait qu'on n'avait pas besoin tout de suite, parce que tant qu'on n'avait pas évacué avec les matériels de travaux publics tous les matériaux, on n'avait pas besoin de petites mains, entre guillemets, pour nous aider à nettoyer. D'accord. Donc là, tout au long de cette semaine, on a pu voir sur plusieurs vidéos l'ampleur des dégâts que cela a engendré. Est-ce que vous allez recevoir des aides pour venir un petit peu réparer tout ça ? Alors oui, on a fait plusieurs réunions, on va avoir des aides du département, de la région. Après, pour tout ce qui est le curage de la plage de dépôt, c'est le syndicat Pays de Maurienne dans le cadre GEMAPI qui va le financer.
D'accord, vous êtes resté là donc à nettoyer l'église toute cette semaine? Oui, depuis vendredi pour la vider, même jeudi. On a vidé l'église de la boue et de l'eau. Ensuite, ils ont fait ça à la pelle mécanique parce que c'était plus possible à la main. Et ensuite, des petites mains avec des chiffons, de l'eau chaude et des éponges. Donc Yves, bonjour. Bonjour. Donc vous avez un garage à Saint-Sorlin-d'Arves et vous avez été particulièrement touché. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu les événements? Eh ben, les événements se sont très précipités très rapidement. Ça a commencé le mardi après-midi, on a eu beaucoup de pluie, énormément de pluie. Et en revenant des chantiers, c'était 18 h. Le petit ruisseau aujourd'hui, qui est à côté de nous, il a commencé à sortir un peu légèrement. Une demi-heure après, il avait bouché. Le premier adjoint, Guy Didier, on était là sur place, nous a appelé. On a été chercher une pelle à 15 tonnes à pneus, plus une chargeuse. Avec mon fils, on a raclé tout ce qu'on a pu. Et un peu de temps après, l'entreprise 3BTP est arrivée également sur le pont du Haut qui s'est bouché. Pour les premiers, on va dire, on a travaillé jusqu'à 2 h du matin, donc mardi soir, pour essayer de sauver les résidences qui sont en dessous, Odalis et Goliath qui sont un petit peu plus loin. Chez eux, a priori, au Dalis, il y a 2 bâtiments, mais bon, ça veut dire 4 appartements qui vont être immobilisés pour l'hiver, je pense. C'est pas dramatique par rapport à ce qu'il y a pu y avoir. On a fait le maximum pour ça. Et le lendemain matin, on a rattaqué à 6 h, à déblayer. Et il faut dire ce qu'il y en a, un énorme de bénévoles énorme. Du matériel, je dirais, je n'ai pas demandé à Fabrice Baudret là, je dirais entre la petite pelle de 1 tonne à celle qui fait 30 tonnes, il y avait au moins 15 machines. Et une dizaine de camions tous les jours qu'on travaillait. Vous voyez, en une semaine, ce qu'on a pu faire. C'est énorme. Voilà. D'accord. Vous avez été à pied d'œuvre toute la nuit, donc? Oui, on a travaillé jusqu'à 2 h du matin, le premier jour. Voilà. D'accord. Et comment on se sent quand on voit tout ça arriver On se sent, moi j'étais sur la pelle à pneus juste là, à 15 mètres de nous. On se dit, mais est-ce que ça va s'arrêter un jour, quoi? Parce que de 7 h du soir à 2 h du matin, c'était de l'eau, de la boue, de l'eau, de la boue, sans arrêt, Voilà. Enfin bon, c'est ce que j'ai déjà dit à vos confrères. Il n'y a que du matériel en dégâts. C'est déjà bien. Donc on constate une semaine après les événements que la station de Saint-Sorlin-d'Arves a toujours un fort élan de bénévolat, que toutes ces actions se poursuivent. Et on notera aussi que fort heureusement la station a une forte culture du travaux publics et que de ce fait de nombreux engins de chantier étaient à disposition pour pouvoir limiter au maximum l'ampleur des dégâts. Rencontre avec Mado à Ossois qui s'est lancé dans le nettoyage laser. En 2012, Mado décide de tout plaquer et de créer son entreprise de nettoyage. Après quelques années et une clientèle fidèle, elle décide de donner un nouveau tournant à sa société. Elle se lance alors dans le décapage laser. L'idée du laser m'est venue il y a à peu près un peu plus d'1 an. Parce que mon conjoint étant dans la métallerie, il regardait beaucoup de vidéos de décapage laser et je me suis lancé un défi, j'ai dit « et pourquoi pas moi ?» Découvrons en images les super pouvoirs de cette machine. Premier chantier dans l'atelier, tout équipé. Alors là, on va décaper de la rouille sur un disque de frein de Porsche 911. Et avant de faire cela, on va mettre en route la table aspirante. C'est pour éviter en fait que les fumées nous reviennent dessus. Donc les fumées sont directement aspirées par la table. On va le mettre en route et on va décaper une partie pour voir le avant-après. Alors c'est quelque chose d'assez rapide parce que c'est de la flash rouille. Et au final, on dit que c'est très satisfaisant à faire, à regarder et à faire, parce qu'on voit tout de suite le résultat. Alors il reste un petit peu de résidu de poussière, donc on va juste donner un petit coup de soufflette pour voir l'état de propreté de la pièce. Des objets industriels plus gros peuvent aussi être nettoyés. Donc là, on est sur une rouleuse et oui, on peut faire des plus grosses machines. Direction à présent le sommet d'Ossois, où Mado doit nettoyer un tag. Une fois le secteur mis en sécurité, la batterie est allumée pour alimenter le laser. Une façon simple d'être indépendant et d'utiliser le matériel n'importe où. Le laser est en train de s'allumer
Il va checker les lentilles pour voir s'il n'y a pas de souci. Et après, on va pouvoir commencer à travailler. Une fois les réglages terminés, ne pas oublier de mettre ses lunettes de protection. Et bien sûr, il en faut pour tout le monde. Donc, j'en ai une deuxième paire. Pour moi. Le laser est utilisable sur tous les métaux ferreux et non ferreux et les pierres. Il faut bien gérer les réglages en fonction des matériaux. Chaque support et chaque contaminant en fait est différent. Donc il faut tester les réglages et puis ensuite après on peut y aller. Dans les réglages, on peut choisir donc la distance de tir. Ensuite, on peut choisir la forme sur laquelle on va travailler. Donc soit ça sera un trait, soit ça sera un rond, soit c'est du balayage. En fonction de chaque matière, voilà, on choisit. Par exemple, sur du bois, ça sera un balayage. Il faut que ça soit assez rapide pour éviter de brûler la matière. Donc en fait, il faut quand même laisser le temps à la lumière de venir chauffer le contaminant et de le vaporiser. Cette étape-là, elle s'appelle la sublimation. Là, en fait, je suis trop loin. Là, je suis bonne. Et là, je suis trop près, ce qui risque d'abîmer la lentille. Voilà, le support, en fait, on voit une différence de couleur. C'est parce qu'en fait, le support redevient propre dans sa couleur originale. Voilà, et donc, en fonction du changement des paramètres, eh ben, du coup, le travail est plus ou moins agressif. Alors, c'est assez rapide parce qu'en fait, le support est super. Sur du crépi, ça sera beaucoup plus long. Parce qu'un crépi, en fait, il faut tirer par-dessus, par-dessous, à gauche, à droite. Mais alors, le mieux, c'est la couleur noire, qui est beaucoup plus facile à partir. Parce qu'en fait, il y a plus de réflexion du faisceau. Alors, s'il vous plaît, faites des tags en noir. Là, on a fini, donc on voit bien que... On entend que du coup, le laser, il n'a plus rien à enlever. Par contre, dès qu'on passe sur du contaminant, le bruit est plus fort. Donc là, on voit que la surface, elle est propre et enlevée de toute contamination. Et là, c'est le gris, ben, c'est le temps qui passe qui a fait cette patine. Cette jeune entrepreneuse se lance parfois dans des projets plutôt originaux. J'ai décidé d'acheter un casque pour m'entraîner. Parce que, ben voilà, on peut pas tout savoir à l'avance. Donc j'ai acheté un casque et j'ai eu la chance en fait de trouver la plaque Villarodin-Bourget. Donc je me suis amusée à décaper, à policher le casque. Et comme la plaque naît de Villarodin-Bourget et que c'est un village à côté de la maison, j'ai trouvé très important en fait, de rendre le patrimoine au patrimoine. Un don qui a fait le bonheur de la mairie. On est très proche du patrimoine et on adore ces objets qui relatent le passé. Donc voilà, merci encore et beau travail, magnifique travail d'ailleurs. Un métier original et qui plaît. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit le résultat immédiatement. On va dire que c'est très satisfaisant à faire, c'est même hypnotisant. En fait, quand on commence, on n'a pas envie d'arrêter. Parce qu'on voit vraiment le résultat tout de suite et c'est vraiment trop génial. Un métier passion qui permet à Mado de diversifier son offre. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.